Transforme le cacao et fabrique son propre chocolat à travers une démarche particulièrement bienveillante. Vous nous raconterez cette belle aventure, Nadine. En effet. À vos côtés, Benoît Lemogne. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, vous êtes le fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, un cabinet dédié à la séparation de couple afin que celle-ci se passe le plus sereinement possible. Et bien évidemment, nous évoquerons cette activité. Mais votre présence ce matin va nous permettre d'évoquer justement ces violences conjugales auxquelles vous êtes confrontés à travers vos dossiers. Oui. À vos côtés, Florence Brière. Bonjour Florence. Bonjour Jacqueline et bonjour à tous. Florence, vous êtes la fondatrice et présidente de Colibri Conseil, une entreprise créée en 2016 et spécialisée dans le développement de patrimoine immobilier et l'investissement locatif dans l'ancien, clé en main. Nous découvrirons avec vous ces différentes stratégies d'investissement. Merci à tous les trois d'être présents ce matin. Exceptionnellement, aujourd'hui, pas de chronique de notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production. En revanche, j'ai bien une info que j'ai choisie pour vous et nous les attendions avec impatience, c'est réouverture de petits commerces et donc je vais en parler ce matin. Coiffeurs, fleuristes, libraires, magasins de vêtements ou de jouets, auto-école, les commerces dits non essentiels ont ouvert leurs portes ce samedi 28 novembre, suivant le plan du confinement allégé. Idem pour les rayons des produits dits aussi non essentiels des centres commerciaux, supermarchés ou marchés. Sont également relancés les services à domicile. Dans cette optique, la grande distribution, le commerce et le commerce en ligne, dont une célèbre plateforme d'e-commerce, ont accepté de décaler au vendredi 4 décembre le Black Friday prévu initialement le 27 novembre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le gouvernement s'est montré favorable à l'ouverture des commerces les dimanches du mois de décembre pour compenser les pertes économiques du mois de novembre. Ce sera au maire de chaque commune d'approuver cette ouverture, a précisé sur France Inter le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les petits commerçants peuvent donc envoyer dès le 4 décembre sur le site du gouvernement leur demande de dérogation pour ouvrir le dimanche, selon les informations du Premier ministre Jean Castex. Une circulaire va être envoyée au préfet pour leur demander de faciliter ces dérogations. Les commerçants pourront justifier leur demande par le motif sanitaire d'une part, afin de réguler les flux et surtout rattraper leur chiffre d'affaires. En revanche, les cinémas, musées et salles de théâtre ne reprendront du service qu'à compter du 15 décembre. Le protocole sanitaire identique à celui qui avait été mis en place lors du premier couvre-feu avec distanciation physique par groupe de 6 notamment, sera applicable dans ces établissements. Alors, je vous pose la question à tous les trois. Vous attendiez aussi impatiemment cette réouverture de petits commerces. Nadine? Oui, en effet, particulièrement pour nous, dont Oui. la période est cruciale. Bien nous sûr. sommes dans la vente de chocolat, nous avons 2 saisons par an. Nous avons déjà loupé Pâques avec le confinement. Et là, ça devenait vraiment angoissant Critique. de réaffronter ce confinement. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Nous attendons nos consommateurs, en fait, qui sont nos clients. Vous avez eu des clients samedi? Oui, nous avons eu des clients qui sont passés chercher leur calendrier de l'Avent. Oui. Voilà, et qui nous promettent de revenir bientôt pour les emplettes de fin d'année. On en parlera tout à l'heure. Benoît Lemogne, vous attendiez aussi cette réouverture? Oui, effectivement, avec impatience, parce que le confinement est une période à risque pour les couples à risque de violence conjugale. Oui. Et effectivement, on verra tout à l'heure que le déconfinement fait respirer ces couples et baisser les violences. Merci. Florence Brière, et vous avez fait des achats ce week-end? Écoutez, oui, je vous avoue que j'ai profité aussi de ce déconfinement et je me suis rendu compte à quel point il y avait un enthousiasme de la part de beaucoup de monde d'aller dans ces commerces. Oui. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir qu'on peut effectivement profiter et puis acheter et se retrouver. Et c'est la vie, hein, Oui, c'est la vie qui complètement. reprend et c'est l'espoir aussi. Donc, Oui.
Espérons en tout cas que tout se passe bien et qu'on puisse poursuivre de cette façon. Même s'il y avait la queue dans certains commerces, on a fait la queue très, très calmement et sereinement, je crois. Tout le monde était content de pouvoir en profiter. Merci pour vos éclairages. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. Vous êtes sur IDFM. Voilà, c'est bête, j'avais oublié de mettre en route où il n'y a pas eu la musique. Bon. D'accord. Je vais baisser, désolé. Oui. Alors, je me souviens plus de leur nom. Hein? Je le connais par cœur. Les Blues Brothers. Les Brothers. Et le titre, c'est Everybody needs somebody to love. Everybody. Vous pouvez pas vous décaler un petit peu pour que je puisse en faire du micro? Parce que là, en fait, vous êtes obligé de le faire comme ça. Moi, je dis ça, c'est pour vous, vous allez apprendre à mal au dos. Je pense qu'on Non, c'est par rapport à la distanciation, Ah, j'ai oui. essayé de me mettre au milieu. Donc, on va finir là, En tout cas, moi j'ai une activité qui réconcilie tout le monde. Peu importe le secteur. oui, c'est vrai. Sur le chocolat. Oui, c'est vrai. Vous avez des boutiques où? Alors, nous sommes implantés dans notre atelier, on rentre dans notre atelier à Saint-Ouen, on va faire l'activité de dessus. D'accord. Et on peut venir acheter, on peut venir apprendre des questions au chocolat, on peut venir en famille, Il va y avoir un break qu'on va visiter l'atelier. Maintenant, c'est bon? Oui. Voir Ouais. la vraie transformation de la feuille. C'est comme tu veux. Comme tu Ouais, bah, c'était là. D'accord. C'était un extrait des Blues Brothers, Everybody Leave Somebody. Un morceau, rien de tel qu'un tel morceau pour bien commencer la matinée. Alors, vous écoutez Radio IDFM où nous allons parler ce matin de fabrication de chocolat, de violence conjugale et d'investissement locatif. Et pour ces sujets, j'ai à mes côtés Nadine Abondeau, fondatrice et présidente de Févier d'Or à Saint-Ouen-l'Aumône, Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, et Florence Brière, fondatrice et présidente de Colibri Conseil. Rebonjour Nadine Abondeau. Bonjour. J'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a tout juste un an, puisque c'était en décembre 2019. En effet. Comment allez-vous depuis cette situation, aujourd'hui dans cette situation économique très particulière? Alors, tant que je respire, tout va bien. Bon, On garde le sourire. Les moments sont difficiles, moroses Mais vous pour la tenez plupart, mais on tient bon, on reste optimiste. très bien. Je n'en doute pas de vous. Je sais que vous aviez eu un prix des audacieuses et je crois que vous en faites partie de ces audacieuses. Merci. Donc Nadine, rappelez-nous votre parcours qu'est-ce qui vous a amené à créer Févier d'Or? Alors, Févier d'Or, c'est d'abord une chocolaterie Oui. solidaire et inclusive qui fabrique son chocolat selon un concept qui est très rare dans le domaine du chocolat, c'est-à-dire le tri to bar. Oui, Ça veut dire du cacaoyer jusqu'au produit fini sans intermédiaire. Mm. C'est aussi une entreprise qui a fait le choix d'employer en majorité, quasi exclusivement, des personnes en situation de handicap. Mm. Mais Févier d'Or, c'est aussi la vision que moi j'ai de la vie, c'est-à-dire le partage, la solidarité. C'est de faire le lien entre ce produit, qui est le chocolat, que 98% de Français aiment, et les pays producteurs de ce cacao-là, et surtout du petit producteur qui
qui cultivent ce cacao. C'est pour ça que nous n'avons pas d'intermédiaire. C'est aussi mon histoire parce que je suis enfant de cultivateur de cacao, petite fille, arrière-petite-fille de cultivateur de cacao, et que j'ai repris le flambeau de cette activité familiale en cultivant moi-même le cacao. Donc c'est vraiment faire le rapprochement, créer le lien entre le consommateur et ceux qui travaillent ces terres, et surtout leur permettre de vivre avec le seul bien dont ils disposent, c'est-à-dire ces terres. Leurs terres, oui. Alors, vous dites que vous êtes petite fille et petite-fille de cultivateurs, mais peut-être que justement, votre grand-père et votre père n'ont pas connu une entreprise comme la vôtre qui a favorisé leur économie, c'est ça? En effet. Ça vous a servi d'exemple? En effet, alors, moi je l'ai vécu en tant qu'enfant de cultivateur de cacao. Heureusement pour moi que j'ai pu aller faire mes études. Je l'ai vécu comme une grande frustration parce que le marché mondial du cacao, c'est plus de 100 milliards d'euros chaque année. À peine 5% reviennent à ceux qui possèdent ces terres et à ceux qui la travaillent. À ces exploitants. Il faut savoir qu'il faut 5 ans en moyenne pour avoir les premières cabosses de cacao, c'est-à-dire la première fève. Pendant les 5 ans, vous entretenez les plantations. Et quand au bout des 5 ans, on vous achète le cacao à un prix dérisoire, c'est une insulte à leur dignité. Et donc pour moi, effectivement, je me suis dit, au lieu de m'alarmer, de crier, d'être victime, je vais essayer d'agir à mon niveau en créant une entreprise qui soit solidaire depuis le petit producteur, qui permette à ce petit producteur de pouvoir vivre décemment de son travail et de ses terres, mais aussi qui fasse le lien entre les pays producteurs et le consommateur final sans intermédiaire, tout en continuant dans ce qui fait partie de mon engagement depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire l'accompagnement de personnes en situation de handicap en France. C'est ça, oui. Vous avez réussi un pari de fabriquer un chocolat de grande qualité dans un modèle économique très engagé, et ça, c'est extraordinaire. En effet, c'est un challenge qui n'est pas facile, tous les jours. Mais comme je suis une audacieuse, oui, absolument. On ose, on ose et on y va. Et on reste optimiste. On voit toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ça. Donc, on a compris, votre entreprise est une entreprise durable, solidaire, équitable. Vos fèves viennent du Cameroun, c'est ça? Oui, nos fèves viennent du Cameroun, de mes plantations, parce que vous avez en face de vous une cultivatrice de cacao, de mes plantations, mais surtout de la coopérative des 150 petits producteurs que j'ai créée justement et que j'accompagne depuis plus de 3 ans aujourd'hui vers une reconversion bio de leur plantation. Donc nous avons envoyé au Cameroun une équipe de 8 ingénieurs agronomes de Cergy, de Liston, qui sont allés passer 3 mois de mission au Cameroun et qui ont identifié chaque plantation, chaque petit producteur. Je suis en mesure de vous dire, le chocolat que vous mangez là vient de telle plantation, le petit producteur s'appelle tant, il a tant d'enfants, il a tant de femmes, il a tant de... Voilà. Oui, c'est formidable. Alors, vous rappeliez que le chiffre d'affaires mondial de ce secteur, c'est 100 milliards d'euros. Qu'après, 5% de cette manne revient à ceux qui possèdent les terres. Et c'est un chocolatier sur 10 qui transforme la fève de cacao. Mais donc, sur tous ces transformateurs, combien possèdent de plantations, vous le savez? Je veux dire... Alors, c'est-à-dire, c'est ceux qui transforment le chocolat, font travailler des cultivateurs comme vous, sauf qu'ils ne les rémunèrent pas de la même façon, c'est ça? Alors, donc en fait, le marché du cacao est dominé par les industriels. Nous avons des mastodontes qui achètent tout le cacao. Et généralement, il y a 10 000 intermédiaires entre eux
et vous, le consommateur. Oui, oui, oui. Donc du coup, et chaque intermédiaire au passage va prendre sa marge. Ce qui fait que ce qui revient réellement au petit producteur est vraiment insultant pour le travail qu'il faut. Donc en fait, et ce sont donc ces industriels-là qui achètent tout le cacao, presque, Oui. et qui le transforment en chocolat à pâtisser, qu'on appelle les pistoles ou le chocolat de couverture. Donc beaucoup de vos chocolatiers, même artisans, n'ont pas pour matière première la fève de cacao, ont pour matière première le chocolat de couverture ou le chocolat à pâtisser. Donc nous, on est dans le registre de la transformation, donc on est dans le même registre que les mastodontes, sauf que nous, on le fait de manière artisanale, parce que nous, nos machines sont à la meule de pierre, qui vont prendre 3 jours, qui vont cajoler votre fève pour sortir la liqueur. Et donc nous, on le fait plutôt de manière artisanale. Et oui, nous sommes à peine un chocolatier sur 10 à transformer la fève de manière artisanale. Et très peu vont... parce qu'après, on peut acheter les fèves de cacao. On peut acheter les fèves et les transformer. Ça s'appelle le concept bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Mais nous, on va plus loin parce que nous, on est tree to bar, c'est-à-dire vraiment du cacaoyer jusqu'à la tablette. Et on va encore plus loin parce que nous, on cultive. C'est ça. Voilà. Donc, alors, j'ai pu lire que le coronavirus a provoqué un impact sur ces activités de transformation du cacao. Et il y a une baisse des cours mondiaux puisqu'il y a plus de fèves qui restent sur le marché. Il y a une surproduction, c'est ça? C'est une nouvelle que vous avez accueillie comment, vous, à votre niveau? Parce que ça fait baisser le cours du chocolat. Est-ce que ça a un retentissement sur vos plantations? Alors non, parce que nous, on n'est pas du tout dans le registre, dans le registre de la transformation industrielle. Nous avons une relation directe. Donc vous avez tout gagné, quoi. Avec le petit producteur. Donc nous, c'est nous qui décidons d'acheter 20, 30, 50% plus cher. Nous sommes à ce niveau-là, nous sommes libres parce que nous ne sommes pas dépendants. Nous avons fait le choix de ne pas rentrer dans ce créneau-là. Nous achetons directement à nos petits producteurs et nous leur garantissons le prix maximal, quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte. Aujourd'hui, vous vous félicitez vraiment de cette indépendance. Oui, on a pensé le projet, parce que je ne suis pas seule, hein. C'est une entreprise que j'ai créée avec mon mari. Nous avons pensé ce projet dans une certaine indépendance qui allait nous éviter justement les aléas des cotations en bourse, qui allaient avoir des répercussions sur le petit producteur. Nous avons aussi voulu être libres dans la façon de rémunérer nos petits producteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas à qui que ce soit de nous imposer, un cours. Voilà, nous sommes dans une relation directe. Ce sont leurs terres, et ils proposent. Et vous faites tout pour qu'ils restent dignes et gagnent de l'argent. Effectivement. Très bien. Alors, pendant le premier confinement, vous avez continué à fabriquer ou pas? Alors, ça a été particulièrement difficile parce que, comme je vous ai dit, mes collaborateurs sont à 90% en situation de handicap, donc font partie des personnes dites fragiles, ce qui fait que très vite, je les ai mis au chômage partiel. Mais Monsieur Abondé et moi-même, étant formés fabricants du chocolat, nous n'avons pas quitté le navire. Les commandants sont les derniers à quitter le navire. Donc nous sommes restés, nous avons continué à fabriquer, nous avons pu livrer. Et parfois c'était très intéressant parce que on était
pendant cette période difficile, la petite lueur qui venait de l'extérieur avec ce chocolat qui réchauffait le cœur. Je me rappelle que parfois on a livré à 22 heures et les gens étaient contents, ils nous attendaient. On avait promis de passer, on allait passer. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais bien évidemment pour une chocolaterie, le confinement, nous faisons le chiffre d'affaires, il est quasi nul quand c'est fermé, surtout à Pâques. Hein. Alors, combien de personnes travaillent chez Févier d'Or aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Févier d'Or, qui est une jeune entreprise qui a 2 ans, nous avons aujourd'hui 12 salariés, dont 10 en situation de handicap. Eva est toujours là? Eva est toujours là. Elle va bien? Elle va bien. Bien. Eva et Elodie... Oui, j'avais retenu surtout Eva la dernière fois. Mais bon. Elodie, c'est la star de Févier d'Or. C'est quelqu'un, très bien. Alors, je sais que vous organisez aussi des visites dans votre atelier. Oui, expliquez-nous ça. Oui, alors nous vous organisons des visites, nous organisons des ateliers. Ça veut dire que vous pouvez venir en famille, en couple, entre amis, entre collègues, venir apprendre à fabriquer votre chocolat et vous repartez avec vos chefs-d'œuvre. Vous apprenez vraiment depuis la fève. Par contre, un point positif que je peux relever par rapport à la crise sanitaire, c'est que nous avons lancé les dégustations virtuelles. D'accord. Alors, expliquez-nous. Alors, belle surprise, parce qu'on s'est lancé sans savoir où on allait. Ce que ça allait donner. En fait, le concept, c'est de faire livrer en amont des chocolats que nos clients vont déguster à l'aveugle. Chaque chocolat dans sa boîte. Il n'a pas le droit d'ouvrir le coffret avant le jour J. Et le jour J, nous nous connectons en direct et nous faisons la visite. Bienvenue chez Févier d'Or. Voilà, l'équipe est là, dit bonjour, se présente. Et puis on fait la visite, on présente le concept comme si vraiment vous y étiez. Vous y étiez. Et puis on passe à la salle de torréfaction. Et puis on passe à la chocolaterie, là où il y a les machines. Et puis on retrouve Mathieu, notre chocolatier, au laboratoire, qui vous montre comment on fabrique une tablette. Bien évidemment, elle va se fabriquer en 2 secondes parce que voilà. Et puis surtout, on arrive donc à la dégustation. Et là, tout le monde découvre ses cadeaux. Et on fait deviner, on a fait exprès de ne pas mettre les marques sur les chocolats. Et on fait deviner à chacun la saveur. C'est ça, c'est interactif, quoi. Voilà, c'est interactif et c'est très intéressant parce que dans un même chocolat, il y en a qui vont trouver que non, c'est la cacahuète, non, c'est la noisette. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a travaillé avec une grosse entreprise qui a mobilisé ses collaborateurs en fin de journée. Et pour les sessions qui allaient à 18h, 19h, on avait les enfants qui participaient. Et là, on a eu des retours. Mais celui-là, il est trop bon. Je préfère au gingembre. Ah oui. Formidable. Voilà. Donc, du coup, et ça marche parce que finalement, le bouche à oreille, on a commencé avec une grosse entreprise. On a commencé avec 30. La semaine d'après, on avait 40. La semaine d'après, on avait 80. Et puis, qui a reparlé à une autre grosse entreprise. Et on a maintenant... des plannings de dégustation. Du coup, bon. Voilà. Une nouvelle idée pour une nouvelle idée, une nouvelle voilà, c'est ça. Formidable. Il faut prendre rendez-vous sinon si on veut faire une visite physique de l'atelier. Oui, il faut prendre rendez-vous parce que on vous accueille. Le mieux c'est quand même on vous fait l'histoire. On vous fait l'histoire de Févier d'Or avec les équipes. Donc oui, il faut prendre rendez-vous. Et puis ça se termine toujours par une dégustation. De toutes nos saveurs. Et là, généralement, il y a de quoi faire. Parce que là, on voyage du Cameroun avec le poivre de Penja. On va au Japon avec le yuzu, le matcha. On revient en Afrique avec du baobab, de la fleur d'hibiscus. Et puis on reste en France avec caramel beurre salé,
Voilà, Ouais, donc ça nous donne envie. Hein. voilà, un vrai voyage. Donc les ventes se font uniquement à Saint-Ouen-l'Aumône, où vous Ah. avez des distributeurs. Alors, pour le moment, les ventes se font à Saint-Ouen-le-Monde Oui. et via le site. Oui. Mais nous avons des personnes qui soutiennent notre entreprise, notamment la mairie d'Anguin-les-Bains. D'accord. Et nous savons que la mairie est en train de se mobiliser pour qu'on ait des partenaires sur Anguin qui proposent nos produits. Donc, j'ai été contactée par un commerce d'Anguin de la part du maire. Très bien. Qui veut que nos produits soient présents sur Anguin-les-Bains et d'ailleurs qui nous a fait aussi confiance pour fabriquer les chocolats cette année pour les Ambinois. Ah, super, très bien. Il faudra nous dire en off où se trouve ce magasin. En effet. Donc, rappelez-nous quand même votre adresse à Saint-Ouen-l'Aumône, Nadine Abando. Voilà, donc nous sommes Févier d'Or, c'est au 10, avenue du Fief, Oui. à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le parc d'activités des Béthunes. Nous sommes ouverts de 10h à 17h, du lundi au samedi. On peut passer nous voir. Et votre adresse, votre site? Alors, c'est le www.févierdor, le tout collé en minuscule.com. Merci Nadine Abando. On se retrouve tout à l'heure parce que vous avez lancé aussi une campagne de financement participatif et on en parle tout à l'heure. En effet. On fait une toute petite pause. Ouais, c'est formidable. Ça fait rêver. C'est... Cette idée de dégustation virtuelle, c'est vous qui l'avez eue? En fait, c'est Microsoft qui nous appelle et nous dit on a l'habitude de faire les ateliers avec un chocolatier, mais là, on ne peut pas y aller. Mais vous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et là, on se dit, mais comment on va faire les portables? On se met à faire des essais et tout. Et finalement, on fait le premier atelier, ils reçoivent. Avec vraiment une belle attention, chaque petit coffret avec le truc de Noël et tout. Et surtout avec la recommandation de ne pas ouvrir. Oui. De ne pas ouvrir. Les gens respectent. Oui. Bon. Il doit y avoir des gourmands qui passent. Et donc, finalement, on le fait et ça se passe tellement bien que les collaborateurs de Microsoft en parlent. Autour d'eux. Et la direction revient vers nous pour nous dire, mais jusque-là on en a fait, ça n'avait pas tel un temps d'engouement. Et bien c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et là ils ont parlé à L'Oréal, je ne sais pas qui a parlé à L'Oréal, et L'Oréal est venu vers nous. L'Oréal nous a commandé là pour 180 personnes. Et nous, c'est le début. Et donc vous faites juste payer la tablette? Non, alors en fonction du budget que l'entreprise met, on leur met la dégustation, mais on leur met aussi les chocolats derrière. D'accord. Ils ont des cadeaux derrière. Ah, formidable, je suis contente pour vous, c'est bien. Et voyager. Ah oui, là chez nous, voyager dans le monde, dans les saveurs. Jusqu'ici, tout va bien. Nous, notre vie, c'est un voyage d'essence. Aux sources d'un chocolat authentique. Bravo. C'est une sacrée force de maîtriser toute la chaîne. Hein. Ah oui, mais j'ai mis quelques années. Hein, En fait, je suis une audacieuse. Oui, ça se voit, ça se Qui voit. ose. Après, j'enchaîne avec toi. Encore un petit peu? Oui, on peut encore quelques secondes. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le casque, mais vous avez un meilleur retour si vous voulez le mettre. Hein. Non. Si vous voulez régler le son, c'est... Ouais, moi, sans le sens aussi bien. C'est trop fort. gentil. Bon.
Nous revoilà au bar de l'économie sur Radio IDFM et nous avons écouté Maître Gims. Tout va bien jusqu'ici. Et c'est vrai que je crois que tout va pas si mal finalement. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Abondo, fondatrice et présidente de Févier d'Or à Saint-Ouen-l'Aumône, Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, et Florence Brière, fondatrice et présidente de Colibri Conseil. Merci Benoît Lemogne d'être également présent avec nous ce matin. Merci à vous. Vous aviez déjà participé à l'émission, mais aujourd'hui, après nous avoir rappelé la vocation de votre cabinet, on abordera un fléau, et je l'ai dit en préambule, il s'agit des violences conjugales dont les femmes sont les principales victimes et dont vous êtes régulièrement témoin et contre lequel il faut lutter sans relâche, ce qui fait partie aussi de votre accompagnement. Absolument, oui. Alors, je vous pose la même question qu'à Nadine. Quel est votre parcours, Benoît Lemogne, et pourquoi ce choix d'entreprendre? Alors, mon parcours, j'ai évolué du droit à la psychologie et à l'intelligence émotionnelle. Oui. J'ai eu un diplôme de notaire en 2003. J'ai exercé 15 ans dans le notariat. Et j'avais beaucoup de missions sur des divorces compliqués, des missions judiciaires sur des divorces contentieux. Et comme je suis de nature empathique, j'ai quand même été sensible aux dossiers qui étaient quand même récurrents, où je voyais bien qu'il y avait un des membres du couple qui était en position d'infériorité, de fragilité. Et malheureusement, j'ai constaté que le système n'était pas tout à fait adapté pour aider cette personne en position de vulnérabilité. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer Divorce Consulting en 2012 pour faire un cours de droit à mon client sur l'aspect patrimonial du divorce, parce que ce sont des questions techniques, juridiques qui sont très difficiles à appréhender par les néophytes en droit, puisqu'on parle de liquidation de régime matrimonial et de prestations compensatoires. Et au-delà de ça, je me suis formé dans un premier temps en psychologie et dans un deuxième temps en intelligence émotionnelle, parce qu'une fois que mon client il connaît son droit, il connaît les notions juridiques qu'il va pouvoir défendre dans le système avec les notaires, les juges et les avocats, s'il n'est pas bien dans sa tête et dans son cœur, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc j'ai une double action psycho-affective, émotionnelle et juridique sur les aspects patrimoniaux, parce que malheureusement, pour ces gens-là, si on ne fait rien pour eux, financièrement, ils s'en sortent assez mal. C'est ça, il ne suffit pas de leur faire connaître leurs droits, il y a derrière tout un accompagnement qui est nécessaire pour qu'ils puissent mettre à exécution leurs décisions, c'est ça? Absolument. En fait, le parcours classique de mon client, alors je suis spécialisé en victimes de manipulateurs pervers narcissiques. 80% de ma clientèle sont des femmes. Leur parcours classique, c'est d'abord le psy, puisque quand on est marié à un pervers narcissique ou en couple avec un pervers narcissique, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc la première phase de la libération, c'est d'aller voir un psy pour comprendre justement ce qui se passe, essayer de retrouver ses esprits. Et après, dans un deuxième niveau, et c'est là où j'interviens, eh ben, il faut absolument se séparer, mais là, on sait que le combat va être difficile. Donc c'est là que les clientes arrivent chez moi. Pendant à peu près 6 mois, on va accompagner la cliente pour lui permettre de remobiliser ses ressources, donc grâce à l'accompagnement psychologique et émotionnel. Et en parallèle, on va faire un cours de droit sur les aspects patrimoniaux de la séparation. Et je vois donc semaine après semaine ces femmes reprendre confiance en elles. Et après, il y a des partenaires avec qui je travaille, donc les psys en amont, les avocats et les notaires en aval. Et mes clients ne sont jamais, on va dire, projetés dans la jungle de la procédure. Mais il y a vraiment un écosystème que j'ai construit qui leur permet d'être protégés à tous les niveaux. Donc je travaille en étroite collaboration avec les avocats et les notaires que j'ai sélectionnés pour faire partie de mes partenaires et qui vont s'occuper... Qui ont peut-être la même écoute que vous. Exactement, très humaine. Alors le 25 novembre, c'était donc la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et vous, Benoît, donc je lisais, vous êtes témoin, en tout cas, vous n'êtes peut-être pas témoin des violences physiques, mais des violences psychologiques, parce que ça commence par ça, les violences faites aux femmes. On a pu avoir des chiffres alarmants. Vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, effectivement. Alors, ce sont les sources du ministère de l'Intérieur. En 2009,
on voit que tous les 2 jours et demi, un homicide est commis au sein des couples. Cela concerne 146 femmes, 27 hommes. Donc on voit que 84% du temps, ce sont les femmes qui sont victimes des violences conjugales. Victimes collatérales, les enfants, puisque dans le cadre de ces violences, rien qu'en 2019, 25 enfants mineurs sont morts. Alors parmi les femmes tuées par leur conjoint, 41% étaient victimes de violences antérieures de leur part de leur compagnon. Donc ça montre bien que c'est un système, c'est pas un coup de violence ponctuel. C'est un engrenage. Exactement. Et 78% des femmes déclarent avoir subi des faits répétés et avoir été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Oui, parce que, excusez-moi, je vous coupe, ça commence par une réflexion qui est désagréable, on rabaisse la personne devant tout le monde, c'est ça déjà une violence psychologique, c'est ça? Alors exactement, en fait, c'est un peu l'histoire des poupées russes. La violence conjugale, c'est de toute façon avant tout une violence psychologique. Moi, c'est vrai que je suis plus spécialisée dans la violence psychologique pure. Bien sûr. Dans les milieux bourgeois, par exemple, c'est pas qu'on est plus intelligent, mais on connaît un peu mieux le système. Et on sait que si on porte un coup, ça va être très difficile de gagner la bataille judiciaire. Donc on ne porte pas de coups physiques, mais on va porter des coups psychologiques qui sont parfois beaucoup plus impactants dans le psychisme des victimes. Oui, et qui d'ailleurs, je crois, font rentrer ces victimes dans une sorte de culpabilité parce qu'elles considèrent que c'est de leur faute et tout ça. Enfin, il y a un système très vicieux. Il y a un système d'emprise qui est mis en place dès le début. On a le pervers narcissique qui repère sa future victime, qui a analysé sa personnalité, qui connaît ses failles, qui va dans un premier temps lui donner tout ce qui va la rendre heureuse. Et dans un deuxième temps, on va petit à petit la dénigrer jusqu'à lui faire vivre un véritable enfer. De dénigrement, de déstabilisation, de culpabilisation. Et effectivement, il n'y a qu'un psy. Généralement, moi, toutes mes clientes consultent un psy depuis 2 ans avant d'arriver à mon cabinet. Il n'y a que ce travail psychologique qui permet de faire le travail de désemprise, puisque ce sont des personnes qui sont sous emprise. Comme on dit communément, on leur a retourné le cerveau. Ça veut dire qu'elles ne pensent plus de façon correcte. C'est ça, elles sont plus autonomes dans leur tête, elles sont complètement... Elles sont esclavagisées d'un point de vue mental. Et complètement dans la dépendance de leur bourreau. Alors, l'information a été relayée très souvent. Le confinement a exacerbé cette violence, je crois. Et le nombre d'appels reçus par le service d'écoute des victimes de violences conjugales, que je rappelle, c'est le 3919, a bondi d'environ 400% entre la semaine du 9 mars 2020, soit avant le confinement, et la semaine du 20 avril 2020, pendant le confinement. Ça vous surprend pas, ces chiffres? Non, ça ne me surprend pas, puisque le confinement... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Dans la vie normale, on peut s'échapper, on peut avoir des ressources à l'extérieur. Le confinement ne fait qu'amplifier les tensions au sein des couples toxiques. Donc effectivement, au moment du premier confinement, la semaine du 9 mars, le numéro 3919 a recensé 2145 signalements. À la fin du confinement, on en était à 8213. Voilà, les chiffres par d'eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans une société qui souffre de la domination patriarcale? Alors, on va dire qu'à ce niveau-là, je pense que ça s'améliore quand même petit à petit. Mais déjà, vous êtes un homme et c'est bien que vous puissiez en parler parce que j'imagine que vos clientes sont peut-être surprises quand elles arrivent à votre cabinet. Alors, c'est pas toujours évident, c'est vrai qu'il y en a une petite partie qui peut être déstabilisée par le fait que je sois un homme, parce qu'elles sont victimes d'un bourreau qui est généralement un homme, mais assez vite, elles comprennent l'intérêt de se faire accompagner par un homme qui va précisément mieux comprendre les ressorts psychologiques de leur bourreau et donc être plus en capacité de les aider. Alors, vous nous disiez que vous, un de vos enjeux, c'est de démasquer le pervers narcissique. Est-ce qu'on peut lutter contre ces profils ou
le seul échappatoire, c'est de justement s'en affranchir. Alors, la perversion narcissique, c'est un trouble de la personnalité qui est incurable. D'accord. Il y en a une minorité infime. C'est définitif pour vous, c'est incurable. C'est définitif, c'est pas que pour moi, c'est les psychologues et les psychiatres qui le disent. Il y en a une minorité qui viennent consulter de bonne foi et on ne peut que amoindrir les symptômes, mais on ne peut pas en guérir. D'accord. De toute façon, le problème, c'est que parmi les problèmes, entre guillemets, du pervers narcissique, il y a un orgueil démesuré et une incapacité à se remettre en cause, ce qui explique qu'ils sont peu enclins à aller consulter, puisque pour eux, dans leur façon de comprendre les choses, c'est se mettre eux-mêmes en danger, puisqu'ils ont un côté aussi paranoïaque, où ils s'imaginent que tout le monde est contre eux. Donc c'est pas en livrant leur vérité et en se mettant à nu, c'est une démarche qui est extrêmement difficile à faire pour un pervers narcissique. C'est donc, oui, c'est un engrenage quand même très compliqué. D'autant plus que dans le panel des symptômes, il y a le déni. Oui. Donc ils ne sont pas conscients qu'ils sont pervers narcissiques, et même si on leur explique petit à petit, ils vont sentir que c'est leur faille, et ils sont programmés pour être forts. Donc ils ne vont jamais révéler leur faiblesse. Oui, c'est-à-dire que dès qu'ils sentent qu'ils sont en difficulté, ils redeviennent aimables, gentils. Ils redoublent de manipulation, donc c'est effectivement le chaud et le froid. Ils ont besoin de souffler le chaud pour que leurs victimes reviennent vers eux. Exactement. Et c'est plus fort qu'eux, comme ils sont pervers, ils sont programmés pour faire souffrir. Donc après une période de chaud, il y a inévitablement une période de froid. Et c'est un cycle infernal qui se répète inlassablement jusqu'à ce que la victime comprenne ce qui se passe grâce à l'accompagnement psychologique et rompe ce cycle infernal. Parce qu'en fait, il faut voir malheureusement les choses comme un jeu. Quand on arrête de jouer, le pervers narcissique, il passe à quelqu'un d'autre parce que c'est vital pour lui de jouer. Le problème, c'est que, comme je viens de dire, il passe à quelqu'un d'autre. Et c'est une nouvelle victime. On indique qu'un pervers narcissique, durant sa vie, peut faire jusqu'à 50 victimes. Oh là là, en effet. C'est énorme. À commencer par les camarades de classe dont il va s'occuper à sa manière tout au long de sa vie. Oui, c'est ça. C'est pas uniquement une histoire de couple. C'est à partir de l'âge entre 7 et 8 ans, donc au moment où on rentre au primaire, il se passe quelque chose dans la tête de l'enfant qui va basculer pervers narcissique. D'accord, c'est ça. On ne naît pas pervers narcissique, mais il y a des faits extérieurs qui... En fait, le petit enfant, il n'est pas sécurisé dans sa construction affective. Il va avoir un univers parental qui ne le sécurise pas et il va être confronté à une peur extrême de rejet ou d'abandon. Il se convainc que personne ne l'aime et il va s'aimer lui-même parce que tout le monde a besoin d'amour. Voilà. Et s'aimant lui-même, c'est comme ça qu'il devient narcissique. D'où l'importance justement lors de l'éducation des jeunes. Vous pensez que ça peut être une... Le problème, c'est que généralement, il y a un couple parental dysfonctionnant. Oui, c'est ça, déjà. C'est ça. Qui fait des enfants. Là aussi, c'est un cercle vicieux. Oui. Alors, tous les enfants ne vont pas réagir de la même façon. Il y en a qui ont un tempérament plus fort et ceux-là, ils peuvent évoluer vers la perversion narcissique. Il y en a qui ont un tempérament plus faible et ils vont évoluer vers un profil idéal de victime de pervers narcissique. Et ce qui est curieux, c'est que c'est souvent le même univers familial, le même contexte au niveau de l'enfance qui va générer autant les pervers narcissiques que les victimes de pervers narcissiques. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, ils ont besoin inconsciemment l'un de l'autre. Le bourreau a besoin de sa victime et la victime de son bourreau. Sinon, il n'est pas bourreau et il n'est pas victime. Donc, on comprend bien que c'est un schéma psychologique qui est très très dur à quitter. Écoutez, ce que vous nous dites, même si c'est un sujet complètement délicat et difficile, c'est passionnant, vraiment, on vous écouterait des heures, Benoît. Et il y en a à tous les coins de rue, malheureusement, je ne veux pas inquiéter les auditeurs. Les statistiques officielles, par définition, il n'y en a pas, mais on pense qu'il y a 3% des pervers narcissiques dans la population.
D'accord, Voilà. c'est énorme. Et à 80%, ce sont des hommes. Est-ce que votre activité a souffert du confinement, Benoît? Alors oui, puisque moi je m'occupe de mes clients, je suis évidemment très proche de mes clients, et c'est vrai que j'ai une sensibilité psycho-affective qui fonctionne mieux en présentiel. Donc ça a été difficile pour moi, c'est une épreuve pour moi de ne pas être en présence de mes clients. Donc je fais comme je peux par téléphone et par visioconférence. Mais j'avoue que personnellement... Vous avez l'impression d'être moins persuasif peut-être? Écoutez, je vois que j'aide beaucoup mes clients, ça je le ressens à chaque fois que je les ai au téléphone. C'est vrai que c'est peut-être un confort personnel que j'ai un peu perdu, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible. C'est ça, vous avez besoin de cette empathie dont vous parliez. Absolument, et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle m'a amené une évolution vers une intelligence intuitive. C'est ça, et l'intuition, elle fonctionne mieux chez moi quand je suis en présence de la personne. Très bien. Merci Benoît Lemogne, votre détermination reste intacte, on le sait bien, bravo pour ce que vous faites. Je reviendrai vers vous pour parler des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place justement pour lutter contre les violences par le gouvernement. Oui. Merci Benoît. Une petite pause. C'est passionnant, hein, franchement. C'est effrayant aussi. Non, mais on comprend que... Ouais, c'est vrai que je dis, je veux pas inquiéter les auditeurs, mais ils sont partout. Mais c'est pas marqué sur leur front. Hein. Mais c'est sûr. Et c'est des gens qui paraissent à l'extérieur hyper charmants. Combien de clientes me disent, mais ton mari, qu'est-ce que tu as comme chance de l'avoir? Oh là là, mais il est gentil, il est serviable, il est prévenant, il est toujours à tes petits soins. Mais il faut voir l'envers du décor. Hein. C'est machiavélique. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai. Alors généralement, le petit truc pour les repérer, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, c'est ça. Retenez bien ça, trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui est obséquieux, qui est trop gentil, c'est louche. C'est louche. Voilà. Bon. C'est triste, hein. C'est triste parce que dès que cette gentillesse amène à être en méfiance. Il vaut mieux être une ordure directe. J'ai pas de souci avec toi. Ben, il se cache, hein. Ah ben non, t'es tranquille. Ils se cachent, donc forcément ils vont pas apparaître comme tels. C'est pour ça qu'il y a souvent le dehors, le dedans. De dehors, ils sont absolument fabuleux, et de dedans, ils sont vraiment eux. Et là, ils sont machiavéliques. J'avais pas retenu ce côté quand vous étiez venu la première fois. Bah, on n'avait pas trop développé ce côté-là. On avait parlé des pervers narcissiques, mais on n'avait pas évoqué toutes ces violences. Développé le côté divorce et tout ça. C'est vrai que là... Après, mes clientes, leurs maris sont des chefs d'entreprise, des dirigeants. C'est des gens qui sont dans les hautes sphères, qui font beaucoup d'argent et qui manipulent un nombre de gens pas possible. Ils font que ça Et les femmes, la femme, c'est sois belle et tais-toi. Elle est là, c'est un faire-valoir. C'est la femme trophée. Exactement. Sois belle et tais-toi. C'est exactement ça. C'est Dua Lipa, si tu veux savoir. C'est qui? Dua Lipa. Dua Lipa. Les Vitatines. Ouais, Dua Lipa, c'est très bien. Dua Lipa. Le groupe Dua Lipa. Ah non, c'est son nom d'une fille. Mais l'inverse, ça arrive quand même aussi, hein, que ce soit la femme qui... Ah oui. Elles sont machiavéliques, les femmes. Ah ouais, elles sont plus fortes que nous. Hein. Bah, je dirais qu'elles sont moins nombreuses. Elles sont plus fortes que nous. Elles compensent leur faiblesse physique relative par leur ingéniosité intellectuelle à faire du mal. Pas spécialement du mal, mais elles sont plus malignes. Une femme pervers narcissique, elle est machiavélique. Le pervers narcissique, il se nourrit de la violence qu'il crée. Du malheur, de l'effroi, c'est une bête. Attention.
C'était un extrait de Dua Lipa dans le bar de l'économie sur Radio IDFM 98. Je suis toujours en compagnie de Nadine Abondo, fondatrice et présidente de Févier d'Or à Saint-Ouen-l'Aumône, Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, et Florence Brière, fondatrice et présidente de Colibri Conseil. Merci également Florence Brière d'être à nos côtés ce matin. Alors, comme je l'ai dit au début, Colibri Conseil existe depuis 2016, mais vous-même en avez pris la direction en 2018. Pouvez-vous nous préciser pourquoi? Oui, bien sûr. En fait, effectivement, je suis cofondatrice de Colibri Conseil. Oui. Par contre, mon parcours n'était pas auparavant dans le secteur de l'immobilier, puisque j'ai occupé un poste de responsable d'agence, directrice d'agence dans le conseil, en organisation et en management pour des grands groupes. Parallèlement à cette activité, en fait, j'ai développé un patrimoine immobilier. Je me suis passionnée pour l'immobilier. Et mon parcours a fait que dans l'investissement immobilier notamment, autour de moi, pas mal de personnes m'ont sollicité pour me demander comment je procédais. Ah oui, c'est ça. C'est votre expérience qui a plu autour de vous. Exactement. C'est l'expérience, la confrontation au terrain, le retour des personnes. Et je me suis dit qu'il y a peut-être un savoir-faire à transmettre et que cette expérience liée à l'investissement immobilier et au constat... pourquoi cet investissement immobilier? C'est aussi le fait qu'il est nécessaire de prévoir l'avenir aujourd'hui. Oui, absolument. C'est la problématique des retraites qui est un leitmotiv permanent. Est-ce qu'on aura une retraite? À quel âge on partira à la retraite? Si on a une retraite, aurons-nous des revenus suffisants? Par ailleurs, l'emploi également, arriver à oui, parce que âge. le problème, c'est que nous en avons parlé déjà dans des émissions précédentes, il y aura beaucoup moins d'actifs dans quelques années. Exactement. Et donc, compte tenu du système de la retraite, il faut... Voilà, exactement. Donc, l'emploi, cette incertitude fait que très rapidement, je me suis posé cette question-là et je me suis rendue à l'évidence que l'immobilier était un très bon moyen de se constituer un patrimoine et de futurs revenus. Par contre, je n'avais pas la formation nécessaire pour pouvoir devenir présidente de cette structure. Oui. Donc c'était effectivement un dirigeant qui, lui, était déjà très expérimenté sur cette question-là, qui a pris dans un premier temps cette direction. Donc je me suis formée, j'ai découvert un univers passionnant. L'immobilier, c'est passionnant, c'est pluridisciplinaire, c'est la relation aux gens, c'est une dimension humaine extrêmement importante. Et donc, je me suis tout à fait projetée dans cette discipline, formée, et investie dans ce complètement domaine. investie. Et donc, à partir du moment où j'ai été en mesure de prendre cette direction, j'ai pris officiellement ces fonctions en 2018. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous demander si la raison sociale de votre entreprise est en relation avec la légende du colibri. Alors, c'est une très bonne question. Chacun doit faire sa part. Exactement. Pour tout vous dire, j'ai une très grande sensibilité environnementale, notamment parce que c'était mes études. Oui, vous êtes ingénieur en génie de l'environnement. Oui. Et depuis toujours, j'ai conscience de l'importance de faire sa part. Et c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment. Mais pour moi, ça a toujours été le cas, faire sa part, contribuer d'une façon ou d'une autre à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur l'écologie. Et aujourd'hui, je pense que Colibri prend ce chemin-là. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais oui, il y a en arrière-fond cette pensée-là. Mais Colibri, c'est aussi l'oiseau des îles qui représente la tranquillité, la sérénité, un avenir serein. Et c'est un double symbole. C'est l'image que nous souhaitons véhiculer pour expliquer à nos clients, voilà, par rapport à tout ce l'on peut vous apporter, le patrimoine que l'on peut vous construire clé en main, vous
créer un avenir serein. Voilà, c'est cette approche. Alors, vous venez de le dire, vous vous offrez de construire un patrimoine immobilier clé en main. Je vous propose de développer. Florence. Oui, tout à fait. Donc, notre approche, elle est évidemment propre à chaque client. Les profils sont très, très diversifiés. Donc, la première étape, c'est d'abord, par rapport à nos clients, d'en identifier avec eux les objectifs, leur capacité aussi à construire un patrimoine immobilier. On ne cherche absolument pas à ce qu'ils s'endettent pour s'endetter, mais c'est vraiment l'avenir serein qu'on va rechercher. Donc, c'est les accompagner dans tout ce projet-là. Donc, objectif des clients, ça peut être transmettre un patrimoine à ses enfants aussi. Ça peut être, par exemple, bien sûr, obtenir de futurs revenus. Ça peut être, à un moment donné, le capital, grâce au levier bancaire, l'emprunt étant suffisamment remboursé, une personne décide de faire un autre projet dans sa vie et décide de vendre son bien, donc mettre le capital sur autre chose. Donc, certaine... Oui, c'est très vaste. C'est très vaste. Donc, en fonction de ces objectifs, on définit le projet. Ensuite, on identifie les biens. Alors, je précise bien que ce sont des biens dans l'ancien. C'est ça. On ne fait pas de neuf. Alors, pourquoi l'ancien? Tout simplement parce que déjà, les prix sont attractifs, c'est-à-dire que en fonction de l'environnement géographique, on arrive à trouver des biens qui sont très bien placés, de très bonne qualité, à des prix par rapport aux neufs qui sont très attractifs. Et puis, c'est aussi des biens qu'on peut valoriser par des travaux de rénovation, de restructuration. Donc, on va pouvoir valoriser ces biens-là. Ensuite, donc on s'occupe des travaux. Donc, clé en main, ça passe par effectivement les travaux. Si besoin, et en fonction du profil de nos clients, du montage, des SCI ou autre type, on peut être amené à aménager les biens, à les équiper. Et ensuite, on s'occupe de la gestion locative. D'accord. Donc c'est vraiment du clé en main. Nos clients en fait se lancent dans des investissements parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de toute la démarche d'investissement. Donc là, il n'y a plus la peur puisqu'ils sont accompagnés par voilà, des professionnels. Il n'y a plus d'incertitude. Il n'y a plus d'incertitude. La connaissance, ils nous la confient, la gestion, on nous la confie. C'est vraiment la sérénité dans toutes les étapes de gestion. Alors, ces biens, ces biens qui sont dans l'ancien, c'est des biens que vous avez, on va dire, diagnostiqué un de vos clients sur ses besoins et vous recherchez ce bien ou vous le possédez déjà? Alors, on travaille avec un ensemble de partenaires. Alors, nous, on recherche les biens. C'est ça. Voilà, donc on recherche les biens, mais biens. vous ne les possédez pas. Voilà, ce n'est pas nous qui les achetons. On travaille avec un ensemble de partenaires, d'ailleurs très diversifiés. C'est tout un réseau de partenaires qui sont vraiment ancrés dans chaque territoire. On travaille en région parisienne. Bon, c'est vrai qu'on a un domaine de prédilection sur le nord, nord-est du territoire, parce qu'il y a un vrai beau potentiel à développer. Mais on travaille effectivement avec des partenaires qui nous aident à identifier ces bons biens et ensuite ce sont les clients qui les acquièrent. Et donc, entre l'achat dont vous dites que c'est un prix attractif parce que c'est de l'ancien et les travaux qui valorisent, on reste quand même dans des prix qui sont toujours attractifs. Exactement. Nous, notre démarche, elle est vraiment d'aller rechercher la rentabilité du bien. Pourquoi la rentabilité? Parce que vous allez payer un bien... je compare par rapport au neuf, je ne juge absolument pas le neuf, je pense que c'est un autre système. La défiscalisation, c'est une autre démarche. On peut tout à fait conjuguer défiscalisation et développement d'un patrimoine dans l'ancien. Par contre, dans l'ancien, l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous achetez à un prix beaucoup plus attractif. Avec c'est-à-dire il y a une mise de fonds qui est moindre. Une mise de fonds, exactement, qui est moindre. Donc une rentabilité qui est plus meilleure, accessible. Plus accessible, et puis ça veut dire un taux d'effort mensuel qui est moindre. Et dans la mesure où ce taux d'effort est moindre, vous pouvez être amené à démultiplier ces projets-là. Voilà, c'est tout l'intérêt de monter un patrimoine de cette façon-là. Alors, vous dites que la valeur ajoutée de votre entreprise, c'est justement la vision
global de ces projets d'investissement. Mais je me suis posé la question, est-ce que par exemple une personne vient vous voir et souhaite faire une acquisition dans l'ancien, mais après, est-ce que toutes ces opérations que vous nous avez citées, la valorisation, et puis est-ce qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre? Est-ce que le client peut dire finalement, ben non, j'acquiers le bien, mais c'est moi qui vais m'occuper des travaux? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors effectivement, ça nous arrive qu'il y ait des clients qui nous disent, voilà, il y a même parfois des biens qui sont en parfait état, qui n'ont pas forcément besoin de travaux de restructuration. Donc, auquel cas, les étapes de travaux, de revalorisation, de restructuration, de rénovation n'ont pas forcément lieu d'être. Maintenant, ces personnes-là, ce sont quand même des personnes qui ont déjà investi, par exemple, qui ont une certaine appétence pour l'immobilier et qui savent le gérer. C'est ça. Voilà, donc ça nécessite quand même d'avoir un premier pas, une première expérience dans le secteur d'investissement immobilier. C'est vraiment pas un métier qui s'improvise. C'est ça. C'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment. Voilà, nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment le côté extrêmement professionnel de notre approche. Toute la connaissance, l'expérience et l'expertise est basée sur la réglementation, la maîtrise de la réglementation, la fiscalité, la maîtrise des techniques du bâtiment, la connaissance de l'urbanisme, des sujets qui sont hautement techniques et qui ne s'improvisent pas. Donc quand on veut investir, c'est une connaissance globale de tous ces sujets-là qui est absolument indispensable. Associé à cela, une sélection des différents acteurs avec lesquels nous travaillons, qu'ils soient entrepreneurs du bâtiment, évidemment les agences immobilières qui sont nos partenaires aussi, des architectes quand il s'agit de restructuration, les notaires, les comptables quand il y a une structure associée qui nécessite de la comptabilité. Voilà. Il y a une expertise réelle et un pilotage réel de l'ensemble de ces parties également. Je crois que vous allez aussi jusqu'à chercher les crédits puisque c'est un conseil que vous donnez à vos clients de ne pas forcément investir dans la globalité, de ne pas. Alors en fait, évidemment, nous ne sommes pas organismes financiers. Par contre, on travaille avec des partenaires financiers. Au préalable de tout projet, il va de soi que chaque dossier est analysé par rapport à sa capacité à emprunter. Vraiment l'intérêt d'un investissement immobilier, c'est ce qu'on appelle l'effet levier bancaire, c'est d'aller chercher le crédit, le prêt immobilier pour que les loyers puissent couvrir ces crédits et constituer au fur et à mesure du temps ce patrimoine et un potentiel capital. Donc on travaille avec des partenaires, on sélectionne effectivement ces partenaires pour qu'ils puissent déterminer quelle est la capacité de chaque client par rapport à son projet et surtout toujours dans le respect de la vie du client, de ses objectifs. L'idée n'étant absolument pas de chercher un endettement pour un endettement. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Je crois que la contrainte, c'est de ne pas atteindre un taux d'endettement au-delà de 33%. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, les conditions de crédit, comme vous devez probablement le savoir, sont extrêmement restrictives, c'est-à-dire que jusqu'en 2019, les banques étaient très souples quand même sur l'octroi de crédit et c'est vrai que on a eu des clients qui sont pas mal endettés, mais positivement, puisque la rentabilité a fait qu'ils pouvaient le faire, mais aujourd'hui les octrois de crédit sont quand même beaucoup plus, se sont durcis, et donc là, c'est une étape préalable à tout projet. Pas plus de 33% d'endettement donc par rapport entre les revenus et les charges. Sachant que l'intérêt d'emprunter, c'est qu'on peut déduire les intérêts fiscalement. Tout à fait. Alors, il y a différents types de montages. On travaille aussi avec des avocats fiscalistes parce qu'on a des personnes qui investissent à plusieurs, on a des personnes qui investissent en nom propre, même en nom propre, on a différentes possibilités d'investissement. Ça nécessite aussi une approche vraiment de spécialiste pour optimiser quand même cet investissement.
Un investissement, c'est aussi un choix de structure voilà, pour positionner son investissement. Alors, quel est le profil de vos clients? Est-ce que l'âge est un frein? Alors, l'âge n'est pas un frein. Puisqu'il y a un crédit, donc... alors, évidemment, voilà, exactement. Moi, j'aurais tendance à dire que plus on arrive à investir jeune, mieux c'est. Bien sûr. Puisque plus on investit tôt, plus tôt on peut bénéficier de futurs revenus ou d'un capital, d'un patrimoine qu'on peut revendre pour faire autre chose. Le critère qui est essentiel par rapport au profil de nos clients et à toute personne qui souhaite investir, c'est vraiment la gestion en bon père de famille de ses propres finances. Ça veut dire ne pas se surendetter. Je pense au crédit à la consommation, à des achats de résidences principales qui sont trop coûteuses. Voilà, il faut trouver la bonne approche pour avoir une bonne gestion de son patrimoine, de ses finances, pouvoir être en mesure d'économiser, parce que ça rassure les banques. Aujourd'hui, elles demandent de l'apport pour chaque projet, et ensuite de pouvoir être à même d'obtenir la confiance des banques pour un emprunt et pour un financement. Alors, il y a une actualité que vous souhaitez promouvoir, c'est le développement de l'offre co-living. Tout à fait. Voilà. Depuis quelques années, en fait, on développe des projets de maisons en co-living. Alors c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, mais pour notre part, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets. C'est vraiment un nouveau mode de vie, le co-living. En général, ce sont des maisons ou des petits immeubles, ou des immeubles, après tout dépend des profils d'investisseurs, dans lesquels il y a une partie privative, souvent une chambre avec salle de bain, toilette ou salle de bain, toilette en commun. Et puis des espaces partagés qui sont des salons, qui peuvent être des salles de sport, qui peuvent être des salles de travail. On peut y retrouver du coworking avec les services associés, c'est-à-dire que dans les prix du loyer, on va retrouver évidemment le ménage, on va retrouver les accès au Wi-Fi, aux chaînes de télé, et puis y avoir plein d'autres prestations associées. Ce sont des espaces extrêmement confortables. Il y a également souvent des terrasses, des jardins, des potagers partagés. Ça devient un nouveau mode de vie qui se développe, l'esprit de partage de l'habitation, être ensemble, c'est lutter contre l'isolement à des coûts qui sont quand même extrêmement raisonnables. On partage aussi les véhicules, on partage de plus en plus de choses aujourd'hui. Ce sont des projets qui ont énormément de succès aujourd'hui et qu'on a grand plaisir à développer avec nos clients. C'est-à-dire que un investisseur va acheter, je vais dire, une maison, il va l'aménager en conséquence, et ensuite il va la louer à plusieurs personnes, c'est ça? Alors, est-ce que ce n'est pas de la colocation? Alors, attendez, je vais vous expliquer la différence. Alors déjà, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du clé en main. C'est-à-dire qu'on va identifier la maison, on va la structurer avec des architectes, parce que ça nécessite quand même souvent un aménagement bien il faut que ça soit vraiment bien conçu pour que cette vie en communauté soit la plus confortable et la plus agréable possible. Donc des architectes qui œuvrent pour construire et aménager ces espaces, et ensuite les mettre en location et faire toute la gestion locative. Donc nous, on accompagne nos clients clé en main sur ces projets-là. Voilà, donc pour répondre à cette question. D'accord. Très bien. Merci Florence. En tout cas, on comprend que vous aimiez ce que vous faites parce que vous en parlez aussi très très bien. Oui, et si je peux me permettre, oui, je vous en prie. Cette approche en co-living qui rencontre un énorme succès auprès des jeunes, des étudiants, mais aussi des jeunes actifs. Ça peut être aussi des personnes en transition de vie, ça peut être des personnes plus retraitées par exemple. Et puis c'est aussi pour l'investisseur, si vous voulez, il y a une rencontre entre les investisseurs qui s'y retrouvent d'un point de vue financier et les habitants qui sont très heureux d'y vivre, à partager ces logements à des coûts compétitifs.
Donc moi je pense qu'il y a un avenir vraiment important à développer ce type de projet, y compris pourquoi pas aller à la rencontre de mairies pour développer des projets de type intergénérationnel, avec une notion vraiment inclusive dans les villes. Voilà. Et donc si on veut trouver ce genre d'habitation, il y a des annonces co-living, c'est ça? Alors oui, après effectivement, c'est vraiment un projet complètement adapté au co-living, donc ça sera au co-living. C'est sous cette formule que c'est présenté. Tout à fait. Merci Florence. Je voudrais donner la parole à Nadine Abondo parce que je voudrais que vous nous parliez de votre campagne de financement participatif parce que l'heure tourne, donc voilà. Peut-être que je suis trop bavarde aussi. Alors, en effet, nous avons lancé il y a maintenant plus de 2 semaines la campagne de participation de financement participatif parce que, comme je disais tout à l'heure, notre entreprise est artisanale. D'accord. Et nous faisons vraiment encore tout, ou presque, à la main. Oui. Donc, notamment, décortiquer les fèves de cacao parce que pour transformer, il faut débarrasser la fève de sa peau. Et ça, nous le faisons encore manuellement. Et en période de grande production comme Noël, c'est ardu, vis-à-vis de l'équipe, voilà. Donc nous avons besoin d'une décortiqueuse automatique et c'est pour ça que nous avons lancé cette campagne. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous avons été impactés par la crise sanitaire. Pour maintenir nos emplois, pour nous développer, nous avons besoin de diversifier notre activité. Pour cela, nous allons créer de nouveaux produits de votre quotidien, notamment la pâte à tartiner et du chocolat à boire, mais tout aussi naturel, authentique. Je rappelle que les chocolats de Févier d'Or, c'est 3 ingrédients: la fève de cacao, le beurre de cacao bio et le sucre de canne. Et c'est tout. Donc nous allons créer des produits de votre quotidien comme la pâte à tartiner, du chocolat à boire, maison. Donc nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir acquérir les machines nécessaires. Vous avez besoin de quelle somme? Alors, ces machines coûtent assez cher. Oui. Les 2 machines coûtent 40 000 €. Mais si on en a déjà une, c'est déjà très bien et on dit merci. Donc, aller sur notre page. Alors, dites-nous justement. Voilà, nous avons lancé la campagne sur Tudigo. Donc, on va sur tudigo.fr et on va taper le Févier d'Or, la chocolaterie solidaire. Et là, on peut contribuer et en échange, il y a des contreparties. Il y a la visite, ça part de la visite de la chocolaterie, suivie de la dégustation jusqu'au panier, la totale de Févier d'Or, où vous allez voyager à travers tous nos produits. Et puis, de toutes les façons, nos clients ne sont pas des clients, ce sont des consommateurs. Donc, nous les invitons à entrer dans le club des consommateurs du Févier d'Or. C'est une campagne qui devrait se terminer quand? Elle doit se terminer dans 1 semaine et nous sommes encore loin du but. Donc on a besoin de soutien. Et alors, encore un mot, Nadine, je crois que vous avez 2 offres d'emploi à proposer. Donc, un graphiste qui pourrait être un travailleur handicapé, puisque c'est ce que vous favorisez. Oui, en effet. C'est-à-dire que là, comme nous avons de plus en plus de demandes de nos clients qui nous demandent de fabriquer des chocolats à leur couleur, à leur logo. Là, par exemple, je viens de réaliser un logo à la tête de l'île de Pâques en chocolat. Et donc, nous avons besoin d'un graphiste pour pouvoir personnaliser les chocolats, créer les chocolats que vous voulez. Voilà. Nous avons également besoin, là on est en période de Noël, de renforcer notre équipe de production. Donc je recherche un assistant chocolatier. On peut être pâtissier, on peut juste aussi avoir la volonté, l'envie d'apprendre et venir vers nous. Et bien évidemment,
à compétences égales, je privilégierai une personne en situation de handicap. Bien sûr. Merci Nadine. Donc toujours, il suffit de contacter Févier d'Or et peut-être vous personnellement pour les offres d'emploi. Alors de contacter Févier d'Or, de nous envoyer son CV, à contact@févierdor.com ou aller sur notre site internet, nous envoyer le CV ou nous joindre par tout moyen, Facebook, LinkedIn. Voilà, on peut nous contacter et nous adresser sa candidature. Ce sera avec plaisir. Merci Nadine. Benoît, j'aurais voulu qu'on évoque, je ne sais pas si on a le temps, il ne reste pas énormément de temps, mais les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, est-ce que vous pouvez nous en citer 2 ou 3 oui. assez... Alors les nouveaux dispositifs, effectivement, les pouvoirs publics ont été réactifs au moment du confinement. Pour pallier la fermeture des lieux d'accueil habituels, il a été créé des refuges dans les centres commerciaux et les pharmacies. On en a parlé sur les ondes. Oui. Les forces de l'ordre ont eu comme consigne d'intervenir systématiquement au domicile dès qu'il y avait des signalements de violence par le numéro de la police. Il y a une mobilisation également des services judiciaires, puisque les tribunaux ont globalement été très ralentis, mais pas pour les violences conjugales. Oui. Et il y a eu des comparutions immédiates, des ordonnances de protection, donc ça a vraiment bien fonctionné de ce côté-là. Ce qu'il faut remarquer aussi, ce qui est remarquable, la mise en place d'un numéro d'appel destiné aux hommes sur le point de passer à l'acte. Ça, c'est très très bien parce que c'est dans la prévention. D'accord. Et surtout dans la suite du Grenelle conjugal, on peut noter la grande loi du 30 juillet 2020 qui a apporté des grandes avancées au niveau légal. La levée du secret médical, puisque les médecins ne pouvaient pas signaler les violences. Maintenant, c'est possible, même sans l'accord de la victime si elle est majeure. On a également des nouvelles dispositions afférentes à la perte de la pension alimentaire pour l'auteur des violences. Ça peut être une... À la porte de la vocation successorale, on n'hérite plus d'un conjoint qu'on a battu. D'accord. Il a fallu attendre 2020 quand même. Et la perte des pensions de reversion, ça datait de 2019. Oui, donc vous pensez que c'est dissuasif, ces gens, toutes ces... Oui, au niveau légal, ça évolue. Il était temps, je dirais, parce que ça paraît tellement évident. Mais on va dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu également un effort de formation, tant au niveau de la police que de la justice. Et on est bien loti dans le Val d'Oise, puisque le TGI de Pontoise est un tribunal pilote avec des juges formés aux violences conjugales. Et je crois d'ailleurs que c'est eux qui ont lancé le dispositif du bracelet électronique. C'est dans le Val d'Oise que ça a été lancé. Alors effectivement, c'est le département pilote et c'est encore un effort qui est remarquable. Merci Benoît pour toutes ces précisions. Je terminerai mon intervention en donnant quand même le site des IFF. Allez-y. C'est le Centre national des informations des droits des femmes et de la famille. Il y a une antenne dans chaque département. D'accord. Et on rappelle ce numéro 3919 que les personnes peuvent appeler à tout moment pour si elles sont victimes de Victimes de violences conjugales, femmes comme hommes. Absolument. Merci beaucoup Benoît Lemogne. Florence Brière, je voudrais vous accorder encore quelques minutes pour qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui à la fois pour vos propres besoins et au niveau de la profession dans votre secteur. Écoutez, déjà au niveau de la profession, il y a depuis samedi dernier, les agences immobilières en tout cas peuvent de nouveau faire visiter les biens, aussi bien à la vente qu'à la mise en location. Par contre, il s'agit exclusivement des biens en résidence principale. Ça veut dire que de notre côté, notre activité est toujours en suspens. Voilà, donc on a des projets en cours que l'on peut continuer, les travaux, etc., la gestion. Mais vous ne pouvez pas faire visiter. Pour tous les nouveaux contrats, on peut rentrer des mandats, bien sûr, mais on ne peut toujours pas faire visiter. Aller jusqu'au bout du projet. On peut pas initialiser de nouveaux projets pour l'instant. On a bon espoir, évidemment, que de notre côté aussi, on puisse Vous avez une date de reprise? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pas sur ce sujet-là. Voilà, donc on espère que ça va arriver rapidement. Alors, parce que simplement pour préciser, c'est vrai que dans notre profession, toutes les mesures évidemment sont prises pour
pour lutter, de la même façon, les gestes barrières, tout est fait pour limiter lors des visites, notamment limiter les interactions. Bien sûr. Donc, en tout cas, on fait tout, on met toutes les mesures en place, donc on a bon espoir j'imagine de se faire entendre à un moment donné aussi. On vous le souhaite. Où se trouve Colibri Conseil et comment vous joindre, Florence Brière? Alors aujourd'hui, nous sommes basés donc à Paris, rue de Rivoli. Toutes les coordonnées sont indiquées sur notre site internet www.colibriconseil.com. Il y a également un site LinkedIn sur lequel apparaissent aussi nos coordonnées téléphoniques si besoin. Très bien, merci beaucoup. Et puis de toute façon, nos auditeurs pourront retrouver toutes vos coordonnées à travers notre vidéo et notre site YouTube. Si je peux simplement me permettre, pour finir, je voudrais remercier la Chambre de commerce, et notamment Thierry Varlet du réseau Plateau, qui m'a encouragé à venir vous rencontrer, et ça a été un grand plaisir pour moi de participer à votre émission aujourd'hui. Merci, c'est vrai que je garde aussi un très bon souvenir de Thierry Varlet, de Thierry Varlet. Merci Benoît Lemogne de votre présence et puis pour tous ces conseils. Merci Nadine, on vous souhaite d'avoir beaucoup de ventes à Noël et puis que votre campagne de financement marche à fond. Merci beaucoup. Demain à 9h30, c'est Florence Heure qui sera là pour animer le bar de l'économie et nous on se retrouve mardi prochain. Très bonne semaine et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. Bon.